Nouvelle anicroche dans les relations franco-maliennes. Après l'arrestation à Bamako de Yann Vézilier, le diplomate français accusé d'espionnage par le Mali, la France se fâche et réplique par deux mesures. Primo, l'expulsion de deux diplomates maliens en poste à Paris accusés à leur tour d'espionnage. Secondo, et plus anecdotique cette fois-ci, arrêt de la coopération antiterroriste entre Paris et Bamako. Réponse du berger à la bergère. Le Mali expulse 5 diplomates français en poste à Bamako. La tension monte donc entre les deux pays. Cette crise politico-diplomatique peut-elle déboucher sur un conflit majeur? Bamako et Paris ont-ils atteint un point de non-retour? Nous vous proposons une analyse panafricaniste de cette nouvelle crise entre la France et le Mali. Au plateau, ce dimanche 21 septembre 2025, Luc Koumeya Balo Abaki. Bonjour, cher Luc. Bonjour Gilles, bonjour à tous nos fidèles téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste, c'est un plaisir, écrivain, président exécutif de l'Institut d'études stratégiques et de géopolitique appliquée. En votre compagnie, l'homme qui ne bouge pas, son Excellence Sangoyou Kegewe. Bonjour, Excellence. Bonjour Gilles et bonjour aux téléspectateurs. J'espère que chacun a fait son devoir dominical d'aller à la messe. Bon, maintenant, la seconde messe commence. On est avec eux, voilà. Vous êtes ancien ambassadeur, journaliste. France-Mali, nouvelle escalade, c'est le sujet. Et vous êtes convié à enrichir cette émission avec vos contributions via WhatsApp, plus 228 96 08 43 43. Vous pouvez réagir également sur nos réseaux sociaux, sur Facebook ou YouTube. Nous sommes en direct. N'oubliez pas de nous protéger, likez cette émission. Abonnez-vous à nos différentes chaînes si ce n'est pas encore fait. Et puis partagez New World Forum, la voix de l'Afrique qui change. Et, chers invités, comme je vous le disais, comme suite à l'arrestation à Bamako du diplomate français accusé d'espionnage par le Mali, la France réplique par deux mesures. Expulsion de deux diplomates en poste à Paris accusés d'espionnage et puis l'arrêt de la coopération antiterroriste entre Paris et Bamako. Avant de revenir même sur le fond, sur ces deux mesures prises, cette riposte vous semble-t-elle appropriée, juste, logique par rapport à la situation de l'agent de la DGSE arrêté puis détenu à Bamako? Luc Abaki. Non, je voudrais apporter quand même une nuance. En réalité, ce n'est pas Paris qui a décidé de la suspension de la coopération antiterroriste. C'est le Mali qui, dans sa riposte, en expulsant 5 diplomates, a aussi inclus le principe de la suspension de cette coopération antiterroriste, même si, dans les faits, elle n'existait plus, puisque depuis que la France et le Mali ont toujours eu maille à partir, il n'y a pas une coopération à proprement parler, voyez-vous. Donc, la France avait communiqué aussi sur cette suspension, mais de toutes les façons, on reviendra sur il fallait formaliser, je pense que c'est notre confrère... comment il s'appelle, Serge Daniel, et puis certains médias français qui l'ont dit, mais dans la note verbale de la France, ils ont juste expulsé les deux diplomates en représailles justement à l'arrestation du monsieur de la DGSE. Parce qu'il faut bien le dire, en réalité, cette question de diplomate, c'était une couverture. Le monsieur était à Bamako pour une mission bien précise. Et vous avez vu que lorsqu'on l'a arrêté le 14 août dernier, dans un premier temps, la France avait nié, simplement qu'il ne faisait pas partie de la DGSE. Mais lorsqu'il y a eu un tollé général, les gens ont mis à la place publique toutes les preuves, ils sont revenus pour reconnaître qu'en fait, il fait partie justement de la DGSE. Donc, tout ceci pour dire que ce n'est pas surprenant qu'il puisse y avoir cette situation entre le Mali et la France, puisqu'en réalité, depuis 2021, depuis l'arrivée d'Assimi Goïta au pouvoir, la France n'a jamais d'abord accepté le principe que ce monsieur arrive, puisqu'ils avaient, à travers les méli-mélo, mis Bagdao pour la transition. Et puis bon, donc, c'était le même système qui devait continuer, c'est-à-dire mettre un fréluquet dans le fauteuil présidentiel et de le téléguider, de sorte que la France puisse toujours bénéficier de son aura, de son influence, etc. Donc, ces officiers supérieurs qui n'entendaient pas composer de cette manière, qui avaient donc une envie, disons, intime de reprendre les manettes de l'État malien, ont décidé justement de couper tout simplement. Et donc, le bras de fer, il était toujours là et il a toujours été là, même si entre-temps on n'en parlait plus.
Et il faut savoir qu'à partir du moment où il y a des plaintes en souffrance contre la France, et il y a un certain nombre de sujets, etc., c'est clair que ce bras de fer devait exister et la France n'a jamais manqué d'initiative pour envisager la possibilité de déstabiliser justement le Mali. Et donc, que sa réaction soit fondée ou pas, on ne peut même pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose de raisonnable lorsqu'il est question de parler des relations entre la France et le Mali, en tout cas dans le contexte où il y a des souverainistes qui ont décidé, en tout cas, d'assumer leur indépendance et de faire en sorte que l'establishment séculaire qui fait que nos États sont en train de végéter jusqu'à présent, sous l'homme de la France, ne puisse plus avoir lieu dans les pays de l'AES, ça ne peut qu'être une difficulté continuelle. Excellence, la France a-t-elle raison de prendre des mesures contre le Mali suite à l'arrestation de l'agent de la DGSE? Tu sais, tout diplomate, quel qu'il soit, est un espion caché. Tout diplomate. Mais ça dépend de dans quoi ton espionnage s'exerce. Tu prends les Asiatiques, leur espionnage est industriel, c'est-à-dire que technologique. Tu trouves excusez-moi le terme, des Chinois, des Indiens, mais quand ils sont en Occident, aux États-Unis, en Europe, ils font l'espionnage économique, espionnage technologique, et c'est ça qui leur a permis à leur pays là-bas d'avancer. Mais les diplomates africains, espions ou pas espions, eux, bon, ils sont là-bas, ils aiment apprécier le bon vin. Quand ils reviennent ici, ils aiment raconter leur vie. Lui connaît quel Bordeaux, quel Saint-Émilion, quel champagne. Ça, c'est le diplomate africain. N'oubliez pas que vous avez été... Oui, je te dis ce que je sais. Donc, nous, en tant que diplomate africain, on n'est pas émerveillés par les prouesses technologiques des pays où nous vivons. On ne se dit même pas, mais attendez, si un jour on pouvait faire ça dans nos pays, est-ce que ça ne serait pas bon? Ça ne nous intéresse pas. Je te dis, donc, l'espion français de la DGSE, si ce n'est que parce qu'il est espion, il n'y a pas de problème. Je vous dis qu'il y a des espions partout, de part et d'autre. Mais ici, on ne l'a pas arrêté parce qu'il est espion. On l'a arrêté parce qu'il était en plein dans la préparation d'un coup d'État. On l'a arrêté. On a arrêté des complices. Donc, en quoi est-ce que deux diplomates maliens en France préparaient aussi un coup d'État? Ou bien est-ce eux qui ont jeté 100, 200, 300 000 personnes dans la rue la dernière fois pour réclamer le départ de Macron? Peut-être c'est le travail des deux diplomates maliens. Si tel est le cas, mais bravo, pour une fois, des diplomates africains ont fait quelque chose de concret sur un territoire occidental. Mais ce n'est pas eux. Eux, ils sont là-bas, mais ils ne s'occupent même pas de ça. Donc, je ne vois pas en quoi ça doit être une réponse du berger à la bergère. Hein, on a arrêté Viselier, donc on va chasser deux pauvres diplomates innocents. Parce qu'on leur reproche quoi? Rien. Mais Viselier n'a pas été arrêté tout juste parce qu'il est membre de la DGSE. Ce n'est pas un crime d'être membre de la DGSE. Mais il était en pleine action de déstabilisation. Et ça, on ne peut pas ne pas l'arrêter. Actuellement, tu sais, même entre les grandes puissances, américains, russes, chinois, mais chacun a chez lui un espion de l'autre dans sa prison. Mais ça se négocie en douce. Dans cette affaire où toi, la France, tu as essayé de nier, non, c'est un gentil mécanicien, on te dit non, on l'a pris. Un gentil mécanicien ne peut pas corrompre des généraux maliens, ce n'est pas possible. Donc on l'a pris. Maintenant, oui, il est de la DGSE. Mais ajoute au moins qu'il n'était pas en train de faire coup d'État, mais tu n'as jamais ajouté cette phrase. Donc, on ne peut pas arrêter quelqu'un pour faire de préparation, de subversion dans un pays et en remplacement, on va arrêter deux pauvres diplomates maliens qui étaient à Paris. Tu te rappelles cette propension de la France sur le plan diplomatique à prendre des décisions hasardeuses contre le Mali? Tu te rappelles l'ambassadeur du Mali, dans le temps, à Paris, qui était allé au Sénat pour témoigner des bienfaits de la civilisation française, des bienfaits de l'intervention
française antiterroriste au Mali. Il a dit tout le bien qu'on peut dire d'un pays ami. Et en bon africain naïf, il ajoute que, ben, vous savez, vos soldats là, c'est bon, ils travaillent bien, mais dites-leur de fréquenter moins les bordels de Bamako. Le lendemain, il a été chassé. Le lendemain, il a été chassé de la France. Donc, ça, ce n'est pas diplomatique, c'est des décisions hasardeuses prises par des gens dans l'émotion, par des gens arrogants qui estiment que dès que quelqu'un est noir, il n'a pas le droit d'exprimer clairement ce qu'il a dans la tête. Donc, aujourd'hui, pour un espion patenté, un putschiste avéré, on chasse deux espions, deux diplomates. Bon, le Mali qui réplique avec 5 diplomates. On reviendra sur la réplique du Mali. Voilà. Je voudrais qu'on analyse maintenant le contenu des mesures prises par la France, surtout la deuxième mesure. Luc Abaki, vous nous disiez tantôt que c'est le Mali qui a arrêté la coopération antiterroriste, mais si c'est le cas, c'est plutôt grave, non? Est-ce que le Mali avait encore une relation antiterroriste avec Paris, après avoir fait tous ces reproches? Il y a quelque chose qu'il faut remarquer. Malgré les différends, malgré le bras de fer, malgré les querelles qu'il y a entre la France et le Mali, la coopération n'a jamais été coupée. Même en matière de lutte contre le terrorisme, le Mali va entretenir des relations. Oui, mais c'est les services de renseignement. Si le Mali accuse la France de fournir des renseignements aux terroristes, comment peut-il encore coopérer? Justement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des actes formels qui disent que la coopération en question existe ou pas. Vous voyez? Donc, la décision qui consiste à dire dans une note verbale que nous suspendons formalise justement ce qui était de fait, qui consistait donc à ne plus travailler avec les renseignements français. Est-ce que vous voyez? Mais c'est le Mali qui, dans sa note verbale, en réplique, a dit clairement que, bon, écoutez, au-delà de ce que nous allons expulser 5 diplomates français, on apprend, les gens disent que non, ils n'étaient plus sur le territoire malien, etc. Mais c'est des histoires. De toutes les façons, ils sont officiellement accrédités auprès de l'État malien et ils travaillent à l'ambassade. Maintenant, qu'ils soient en congé ou qu'ils aient fait des vacances, etc., ben, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont devenus persona non grata. Je voudrais revenir justement sur un aspect que l'ambassadeur a développé. C'est-à-dire, c'est cette condescendance-là, c'est-à-dire cette incapacité quand même de la France à comprendre qu'il a en face un pays souverain, qu'il a des interlocuteurs qui sont donc des autorités qui représentent un peuple entier qui est devenu problème. Parce que normalement, je pense que dans la Convention de Vienne, il est dit que lorsque un ambassadeur accrédité dans un pays s'est rendu coupable, en tout cas d'un acte délictuel, etc., on doit pouvoir l'expulser. On peut l'arrêter, mais il va falloir l'expulser en réalité. Mais il se trouve que dans le cas précis donc, de ce monsieur de la DGSE, c'était en flagrant délit. Et c'est carrément un acte criminel qui consiste à monter des généraux, en tout cas des officiers supérieurs de l'armée malienne en vue de renverser un régime entier. Et donc, dans ce contexte, c'est une affaire extrêmement grave qui devrait plutôt être négociée plutôt que de voir la France monter sur ses ergots pour commencer à menacer, à chanter et à donner le sentiment que, bon, ben écoutez, il a en face des vassaux à qui il peut donner des injonctions. Or, cette méthode, depuis 2021, n'a jamais réussi, n'a jamais marché. Vous allez vous, coup pour coup, le Mali a toujours réagi. Vous vous rappelez le discours que l'actuel Premier ministre du Mali a eu à tenir auprès des Nations Unies pour dire que chaque pierre lancée ou chaque mot dit de travers, ils vont toujours répliquer. Donc, ils sont dans la réciprocité et c'est normal, puisque là, on est en face de deux États souverains, quelles que soient les circonstances et quoi qu'il arrive, ils ont toujours la voix et ils doivent toujours se faire entendre. Dans ce contexte-là, il est clair que le Mali n'entend pas démordre, n'entend même pas se plier à ces injonctions-là, quelle que soit la nature de la menace que la France entend exercer. Mais, Excellence, à quoi ressemblerait donc la coopération antiterroriste entre la France et le Mali, coopération qui serait désormais suspendue? Tu sais, dans notre naïveté légendaire d'Africains colonisés, la naïveté légendaire d'Africains colonisés, il est arrivé que les gens croient que la France, la grande France démocratique, droit de l'hommiste, va les aider à combattre les terroristes
sans savoir que c'est la France qui envoie les terroristes. Alors, la coopération sécuritaire, mais il y a une plainte du Mali aux Nations Unies. Pourquoi la France évite la plainte? Il faut quand même qu'un jour, qu'on crève l'abcès et qu'on voit en matière de lutte contre le terrorisme, quel est l'apport concret de la France aux Maliens. Si il faut se promener, corrompre tel officier, corrompre tel pagailleur de soi-disant société civile, corrompre tel minable qui se dit chef d'un parti politique dans des pays pauvres comme ça, hein, tout comme les nôtres ici, on trouve des centaines de partis politiques. C'est une vraie caricature de la démocratie que dans nos pays, on trouve des centaines de partis politiques. Donc, si c'est pour aller corrompre de temps à autre un, et on dit qu'on lutte contre le terrorisme, je crois quand même que le français, c'est leur langue. Nous, on comprend juste un peu. Eux, ils sont propriétaires de toute la langue. J'espère quand même qu'ils doivent un peu rectifier leur langage. La France n'a jamais, j'insiste sur le mot jamais, apporté aucun secours de lutte antiterroriste ni au Mali, ni au Niger, ni au Burkina. La seule chose que la France aurait dû faire, par exemple, c'est de rester neutre et de ne pas recruter, payer, blanchir, nourrir et approvisionner les terroristes en armes contre ces pays souverains. Mais le problème des pays souverains, c'est quoi? C'est que quand on regarde dans les décrets de nomination des présidents africains au Quai d'Orsay, la cellule africaine de l'Élysée, bon, tous les présidents, ils sont nommés. C'est là-bas on signe les décrets, tout ce qui gesticule là. Ils sont nommés à l'Élysée. Bon, je n'ai jamais vu le décret. Donc. Alors, on trouve qu'il y a 3 têtes qui n'ont pas été nommées à l'Élysée. Assimi Goïta, c'est d'ailleurs la tête de liste, Ibrahim Traoré et après le général Tchiani. On cherche partout dans la cellule africaine de l'Élysée, on ne trouve pas leur décret de nomination et ça fait mal. Comment on peut avoir un chef nègre qui n'a pas eu l'onction du chef blanc? Comment? C'est pas possible. Alors, pendant que la France brûle, je ne m'en réjouis pas. Parce qu'il ne faut pas confondre les Français et leurs dirigeants qui foutent la pagaille. Donc, pendant que la France brûle, Macron et sa bande ne trouvent d'autre chose à faire qu'à continuer à organiser des coups d'État france-africains dans nos pays. On trouve des petits zozos qu'on met devant qui se disent panafricains pour abuser les populations, alors qu'en fait, ils sont en pleine action france-africaine pour déstabiliser les pays. Donc, il y a 3 présidents. Les décrets de nomination manquent à la cellule africaine de l'Élysée et ça pose problème. Aujourd'hui, la France elle-même, elle a ses problèmes. Elle doit, les dirigeants, je parle des dirigeants, doivent se concentrer à trouver une solution à ces problèmes. Mais non, il leur faut coup d'État, parce que les décrets de nomination de ces 3 chefs d'État et de leurs sympathisants, précisons, on ne les trouve pas au palais de l'Élysée, la cellule africaine. Là où tes opposants, là, quand ils vont à Paris, on les reçoit, ils sortent tout gonflés. Ah, moi j'étais à Paris, on m'a reçu au Quai d'Orsay, à la cellule africaine. Ça veut dire que les prochaines élections, mon décret sera signé, je serai président de mon pays. Tu vois, ça fait pitié, ça fait honte. Ouais. Lucas Baki, le Mali avait-il besoin de prendre des mesures de réciprocité en expulsant les 5 diplomates français? Mais bien sûr. Mais bien sûr, parce que là, on est en train de lui dénier son droit d'exercer sa souveraineté. Il n'avait pas d'autre choix que justement de rappeler à la France qu'il a en face un pays souverain et des dirigeants qui ont décidé de s'assumer comme tel. Est-ce que parfois il ne faut pas jouer bas la terre? Bas la terre pour faire quoi? Justement, s'il appartenait à la France de jouer bas la terre parce que c'est son citoyen qui s'est rendu coupable d'un acte délictueux, même à la limite criminel. Vous voyez? Et donc, il aurait dû tout simplement commencer à négocier, puisque justement, si l'État français demande à avoir des éléments précis liés aux actes posés par le monsieur de la DGSE, ces éléments lui auraient été déjà fournis en bonne et due forme. Et donc, c'est parce que la France sait clairement qu'en réalité, oui, ce monsieur n'est pas innocent, mais bon, écoutez, puisqu'il a l'habillage d'un diplomate, il faut l'expulser. Si on ne l'expulse pas, mais écoutez, nous, on va faire nos représailles. Et puis, en plus de ça, ils vont faire des menaces. Ils vont faire chanter là, le Mali, ils vont ameuter le monde entier, la communauté internationale, etc. Mais toutes ces formules-là n'ont jamais marché. Vous vous rappelez dans le cas des 49 militaires ivoiriens qui s'étaient retrouvés donc, de façon maladroite au Mali, tout ce qui avait été fait à l'époque. Vous vous rappelez que justement à cette période,
de la session des Nations Unies, ben, le président Ouattara avait même contourné le médiateur qui était le président de la République togolaise pour aller ameuter toute la communauté internationale au niveau des Nations Unies. Et on a vu le secrétaire général à l'époque sortir, dire que non, ce ne sont pas des mercenaires. On a vu les Ambalo, etc. Tous, voilà, ils ont parlé, ils ont tout fait. Ils ont fait toutes les formes de pression possibles. Et il a fallu qu'Abdoulaye Maïga aille leur rappeler un certain nombre de fondamentaux liés au fonctionnement même de tous les États souverains. Et tout cela n'a rien donné. Il a fallu qu'au bout du compte, le président Ouattara envoie son ministre de la Défense, en tout cas une délégation conduite par son ministre de la Défense, à Bamako pour mettre balle à terre. C'est ça qui caractérise en fait l'être humain. C'est ça qui devrait aussi caractériser la gouvernance d'État et le leadership qui permet justement d'inspirer les peuples. Vous ne pouvez pas être dans le fauteuil de dirigeant avec cette responsabilité de conduire des millions de personnes sans avoir un sens de responsabilité suffisamment élevé et montrer l'exemple par les actes que vous posez. Tous les États sont régis par des mécanismes très clairs de fonctionnement. Et même les conventions internationales sont aussi là. Mais vous n'allez pas dire oui, parce que nous, on est une puissance, entre guillemets, et donc les autres n'ont pas droit à la parole. Nous leur intimons les autres pour qu'ils puissent agir. Ça ne peut pas marcher, en tout cas dans le cas précis des pays de l'AES et notamment du Mali, ça n'a jamais marché et je ne crois pas que ça marchera demain. Excellence. Tu demandes si le Mali avait raison de prendre des mesures de réciprocité. Exactement. Non, Gilles, je crois quand même qu'il y a un problème. Il y a un problème de fond. Hein. Depuis le Code noir, les 12 ou 11 accords coloniaux, il y a un problème de fond, c'est qu'il faudrait qu'un jour arrive à la tête de la France des dirigeants qui, acceptent que les Noirs sont des humains. C'est très important. Des dirigeants qui acceptent que les Noirs sont des humains. 2, que ces Noirs humains-là ont des chefs et qu'il faut respecter ces chefs. Maintenant, s'il y a un déni d'humanité flagrant contre les Noirs, donc un déni de souveraineté contre leur chef, ça donne ce que nous voyons. Parce que je dis que l'espion putschiste qu'on a arrêté, son cas doit être réglé diplomatiquement, dans des discussions, des médiations, des échanges. C'est pas tu as pris mon viselier putschiste, moi je chasse tes deux diplomates qui se promènent tranquillement dans le métro de Paris. Ça n'a rien à voir, il n'y a aucun équivalent en la matière. Est-ce que les Africains ont jamais organisé un putsch en France depuis que le monde existe? Tu n'as jamais appris ça? 1, on n'organise pas des putsch en France. 2, on ne les souhaite pas. Aucun Africain n'a jamais souhaité un changement violent de pouvoir en France. Mais eux, c'est leur distraction numéro 1. Quand un président vient à l'Élysée, son premier acte, c'est de se payer un chef nègre. Et il met comme trophée dans son bureau. Ah, j'ai fait tomber celui-là. Après, il regarde, une fois il s'ennuie, il appelle la cellule africaine de l'Élysée et les communications. Tu parlais de qui? De Serge Daniel. Donc toi, tu prends les blablabla de Serge Daniel pour des informations et tu viens jusqu'ici pour les citer. Donc on les appelle, ces gens-là, les chiens de guerre là. Ah, allez attaquer tel autre chef nègre parce que je veux le dégommer. C'est comme ça se passe. Les Africains n'ont jamais cherché à dégommer un chef d'État français. Ils vont trouver même scandaleux que je dis ça. Ils vont dire, mais donc le nègre là, il croit qu'il peut toucher à un chef d'État blanc. Est-ce que tu comprends? Donc, il faudrait qu'on commence à se respecter mutuellement comme des humains. Parce qu'en Afrique, ce que les gens ne comprennent pas, quels que soient les changements, on vient, on te trompe contre ton frère, tu le renverses, tu prends sa place et on te traite de la même manière. Tu ne bénéficies d'aucune faveur. On t'humilie de la même manière. Tu vas à l'Élysée, on te prend comme un clown sur le perron et puis tu grimaces comme un singe que tu souris. Et on te fait photo avec le chef de l'Élysée, puis tu es content, tu reviens au pays. Ah voilà, moi j'étais chez le grand chef blanc. Ce grand chef blanc, tous tes problèmes viennent de lui. Si tu ne sais pas ça, ce n'est pas la peine que tu diriges ton pays. Laisse ton pays. Il y a des gens qui sont capables de le diriger. Il y a des gens, comme on nous le montre dans le Sahel, qui sont capables de diriger le pays sans les grimaces sur le perron de l'Élysée. Voilà. Je pense que tout ce que la France fait, c'est juste pour camoufler en réalité
cet aspect flagrant de l'acte posé par son agent de la DGSE. Parce qu'en réalité, comme on l'a toujours dit, c'est le bon sens qui devait guider. On vous dit que mais vous avez votre enfant qui est justement allé dans une maison, qui a posé un acte qui n'est pas correct. On l'arrête, et puis au lieu de chercher à voir clair, ou bien dans un premier temps, vous hésitez, vous dites non, l'enfant là, en réalité, il n'a pas telle identité. Et puis après, bon, vous reconnaissez quand même. Et après, on vous dit, mais voilà ce qu'il a fait. Et vous tournez, vous dites non, il faut qu'on le laisse. Et vous passez par la force. Tout ça, en fait, c'est parce que... Tu arrêtes maintenant 2 enfants de la maison. C'est ça, tu parles des représailles. Voilà. Des représailles. C'est ça. Donc, c'est en réalité pour camoufler. Pour donner le sentiment que, bon, écoutez, Bamako exagère parce qu'en réalité, il est toujours en difficulté avec la France. Donc, il est en train d'exagérer tout simplement pour amplifier, justement, ce différend-là, etc. Or, il y a des faits qui sont tout à fait clairs et évidents. Et il y a d'autres officiers qui ont été arrêtés. Donc, c'est un fait extrêmement grave que la France souhaite, en tout cas à mon avis, souhaite camoufler cela parce qu'il se dit, bon, en tant que puissance, ma voix porte quand même. Il faut que je fasse la pression parce que j'aurai des alliés de l'Union européenne qui vont me suivre naturellement, de l'OTAN, en tout cas des États-Unis, etc. Et donc, je vais mobiliser la communauté internationale contre ceux-là, justement, qui ont commencé, qui ont toujours eu à m'embêter depuis que cette nouvelle équipe-là est là. Donc, je profite justement de ces dossiers pour semer un peu la bouillie, donner le sentiment que bon, c'est toujours eux, parce qu'ils ne m'aiment pas, ils m'ont chassé et ils continuent de m'exploiter. Voilà. Tous les Européens ne sont pas d'accord de voir la France saigner les Africains depuis des siècles. Ça, c'est sûr, c'est connu. Tu as vu Meloni, la première ministre d'Italie. D'Italie, oui. Mais aujourd'hui, cette brave dame, courageuse, et honnête, elle le dit, elle le répète tous les jours, que la France n'a qu'à cesser d'exploiter les Africains. Aujourd'hui, tu vois un homme comme Poutine, tu vois le président chinois Xi Jinping, leur lutte c'est quoi? C'est de sortir l'Afrique de l'étreinte mortelle, l'étreinte d'anaconda, tu sais. Il prend même un buffle, il l'étreint et puis le buffle il part. L'étreinte mortelle de la France sur les 14 pays africains doit cesser et c'est dans ce sens que travaille Xi Jinping, dans ce sens que travaille Poutine, dans ce sens que parle tous les jours la dame Meloni. Et quand eux là, à l'extérieur, luttent pour libérer les Noirs, j'entends des gens, ils disent qu'ils sont allés à l'école. Je ne sais pas à quelle école. Moi, je suis allé à l'école primaire de mon village, mais quand même. Qui disent, que France-Afrique là, alors, on va remplacer France-Afrique par Chine-Afrique ou Russe-Afrique. Je dis, mais attends, comment quelqu'un qui a fait minimum C1 peut raisonner comme ça? Chine-Afrique, Chine a colonisé quel pays africain? Russe-Afrique, Russie a colonisé quel pays africain? Comment veux-tu noyer un pays colonisateur? Un pays qui a fait tant de mal avec des pays qui n'ont rien à voir avec l'Afrique. Et chaque fois qu'il parle de l'Afrique, c'est pour voir comment aider l'Afrique à se libérer. Voilà comment les choses se passent. La France est là, les dirigeants français, je veux jouer son rôle, mais il y a des nègres de maison complètement incultes qui racontent n'importe quoi pour semer la confusion dans la tête des Africains, surtout dans la tête de la jeunesse africaine. Il n'y a pas de confusion entre France-Afrique, Chine-Afrique, Russe-Afrique, Turc-Afrique, Corée-Afrique. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. Les téléspectateurs, ils sont au rendez-vous, ils sont nombreux à nous écouter. Ils réagissent, continuez de commenter. Que vous soyez d'accord avec nous ou pas, commentez, envoyez-nous vos commentaires. Dans la seconde partie, je vais vous les relayer. Alors, Paris menace de prendre d'autres mesures si l'espion de la DGSE n'est pas libéré. Quelle pourrait être l'ampleur de ces sanctions? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il dit non, ils vont saisir la Banque mondiale, le FMI, voire l'Union européenne, en tout cas toutes les sources où le Mali est censé s'abreuver en termes de ressources financières, etc. Ils sont prêts à écorner l'image du Mali dans toutes les instances internationales. Parce que justement, ils ont le droit de veto au niveau du Conseil des Nations Unies, et puisqu'ils sont comptés parmi les puissances internationales, donc ils considèrent que si jamais on ne libérait pas cet agent, ils ont une voix qui va porter auprès de toutes ces instances-là. C'est encore une illusion. Parce qu'en vérité, là où on cherche la France, où on l'attend véritablement, c'est pour qu'elle aille laver son image
auprès du Conseil de sécurité nationale, où la plainte est en souffrance depuis plus de 2 ans. Où elle va alors nous montrer clairement qu'elle n'est pas de connivence avec les ennemis du Mali, et en tout cas de l'AIS, etc. Où elle va réaffirmer justement son aura d'État démocratique, d'État respectueux des lois, des droits de l'homme, etc., etc. C'est là où on l'attend. Ce n'est pas qu'elle vienne dire que le Mali a pris un agent français et donc ça n'a aucun sens. Mais c'est cette forme de représailles que les autorités françaises sont en train d'exploiter et de faire croire que elle aurait droit de raison, en tout cas sur... Est-ce que les représailles peuvent aller jusqu'à des frappes? On ne sait jamais, comme la Syrie a eu à le subir sur le sol malien. Les frappes militaires. Ouais. Mais il y a longtemps qu'on attend la France dans le Sahel, elle n'a qu'à venir. Elle n'a pas pu frapper les terroristes. Elle va frapper maintenant les États. Elle n'a qu'à aller. On a envoyé ces éléments à Tenzawatane avec les Algériens. Ils ont monté leur coup tordu pour tuer des soldats maliens et leurs conseillers de Africa Corps. Elle n'a qu'à continuer. Écoutez, il y a quelque chose. Les représailles, quelles représailles? C'est la France qui meurt aujourd'hui de faim parce qu'elle s'est coupée du Mali. Ce n'est pas le Mali qui meurt de faim. Attention. Non, la France ne meurt pas de faim. Elle meurt. Bon, donc toi, tu ne suis pas l'actualité. Moi, je n'invente rien. Il y a une crise mondiale. Je dis, je n'invente rien. Partout. Tu as vu la dernière fois, après la marche, il y avait un restaurant où on offrait des repas. Les Français meurent de faim, c'est un peu exagéré. J'ai dit que les Français, je n'ai pas dit tous les Français meurent de faim. Il y a des Français qui meurent de faim. Un restaurant qui était censé servir des repas gratuits a été envahi. Je n'invente rien. Donc c'est eux, les Maliens, les Africains que nous sommes, nous on est habitués à la misère. Mais eux, maintenant qu'il n'y a pas l'ordre du Mali, il n'y a pas le coton du Mali, c'est la France qui souffre. Les représentants vont aller où? Maintenant que les Américains, les Russes, les Turcs, tout le monde vient sur la pointe de pied pour voir les pays du Sahel pour dire, écoutez, comment on va arranger notre affaire là. La France seule va faire des représailles. Elle a le droit de veto, mais il y a au moins 2 droits de veto qui l'attendent à l'ONU concernant les pays du Sahel. Il n'a qu'à aller avec son droit de veto contre le Mali. Il y aura 2 droits de veto qui vont le mettre à sa place. Donc, cette façon coloniale, répressive, la France doit changer ça. J'ai toujours dit, la France a toute la latitude de mener vraiment une politique d'amitié et de coopération avec les pays africains. Encore faut-il qu'elle les considère comme des pays africains. Et puis, tout le monde vit heureux, c'est la belle vie. La France vend ses produits, les Africains vendent leurs matières premières plus ou moins transformées. On s'entend bien, on parle la même langue, on aime le vin français, le champagne français, c'est ce que je disais ici. Et puis, tout le monde est tranquille. Mais vouloir à tout prix montrer son pouvoir, rien que en piétinant des peuples entiers, et ce depuis plus de 200 ans, mais quand même, il faut arrêter un jour. Luc, si l'escalade va plus loin, est-ce qu'il faut exclure des frappes militaires à un moment donné? Non, je pense que personne ne va aller sur ce terrain-là. Ce sera la démence totale, puisque je pense que quand il y a eu le premier coup d'État, en tout cas le coup d'État au Niger, vous avez vu où la France était, la position que la France avait adoptée en utilisant la CEDEAO pour dire « Ah mais on va faire une intervention militaire », mais ils sont où? Il a fallu tout simplement que les 3 pays se mettent ensemble pour dire si quelqu'un touche à un seul chevet d'un Nigérien, ils vont nous voir sur leur chemin. C'est pas fini. Ils se sont effilochés. Je pense que le recours à l'arme, à la violence, à l'agressivité est une lâcheté. Ce n'est pas inhérent à la nature humaine. L'être humain s'impose par son raisonnement, par ses analyses, par sa capacité, sa fertilité d'esprit, sa capacité à persuader autrui et à lui montrer la voie de l'évolution. C'est de ça qu'il s'agit. Et donc, ça veut dire que tout ce que nous attendons aujourd'hui de la France, comme des autres partenaires des pays d'Afrique, c'est d'être raisonnable et d'être profondément humain. Parce que nous faisons tous partie de la même espèce qui est l'espèce humaine. Cette espèce-là a des exigences pour exister. Mais écoutez, lorsque vous tuez des gens, mais c'est une partie de l'humanité que vous êtes en train de décimer. Or, en fait, ce sont des êtres humains qui doivent animer la dynamique de la vie, de l'existence. Vous voyez, les autres espèces ne font pas ça comme ça. Les animaux tuent pour manger. Mais nous, on ne peut pas commencer à fabriquer les armes et à décimer systématiquement les autres par cruauté, par méchanceté, par avidité et par gourmandise, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que là où nous sommes là aujourd'hui,
la France doit pouvoir tirer les leçons. Il était arrivé un moment où la France avait commencé des négociations pour faire revenir Air France dans les pays de Sahel, par exemple. Et ça, c'était une très bonne démarche. On s'est dit, bon, mais écoutez, peut-être qu'ils ont tiré les leçons. Ils ont compris que leurs interlocuteurs ne sont plus des gens à qui on peut faire des injonctions. Il va falloir discuter d'égal à égal. Et puis, bon, tout simplement, tout le monde comprend. Parce que chacun doit tirer profit de l'autre, tout simplement. Lorsque une compagnie comme Air France ne dessert plus Bamako, Ouaga ou Niger, mais il y a aussi un préjudice sur les citoyens de ces trois pays-là. Mais le préjudice en question ne peut pas avoir primauté sur la question de souveraineté. Vous voyez? Et donc, ça veut dire tout simplement que la France doit comprendre qu'à partir du moment, parce que l'ambassadeur disait tout à l'heure que c'est la France qui meurt de faim, c'est vrai que c'est caricatural, mais en réalité, lorsque vous voyez la situation économique aujourd'hui de la France, où elle est surendettée avec plus de 3 milliards d'euros, et puis tous les problèmes qu'il y a aujourd'hui, et où on envisage d'ailleurs même la coupure de l'électricité à certains moments, on comprend clairement que l'uranium nigérien n'est plus là. Et puis bon, il y a un certain nombre de difficultés accumulées qui peuvent justifier que, bon, écoutez, la France puisse se disloquer aujourd'hui. Et donc, dans cette condition, nous, on n'a aucun intérêt à ce que la France s'effondre. Mais on a besoin d'avoir un partenaire responsable qui comprend que nous sommes des êtres humains et que nos États ont droit à la vie, à l'évolution et au développement, à l'épanouissement de ces citoyens. C'est tout. Oui, mais Luc, est-ce que votre angélisme qui voit le monde comme régi par une volonté discursive, est-ce qu'il n'est pas naïf? Non, il ne peut pas être naïf. Il doit être naïf parce que le monde... Luc, oui. tu as dit que les animaux tuent pour manger et nous, on tue pour tuer. Non, on tue pour manger. Ouais, je parle de on a tué les pays occidentaux depuis au moins 2 siècles. Le monde. Depuis au moins 2 siècles, ils tuent aux 4 coins du monde pour manger. Oui, mais justement. Ils tuent pour manger. Ce n'est pas pour manger la chair humaine, mais pour manger les biens que ceux-là devaient manger. Ils tuent pour ça. Soyons sérieux. Moi, je pense que le rapport entre les hommes est plutôt régi par la volonté de puissance, comme dirait... Oui, mais pourquoi? C'est venu d'où? C'est parce qu'il faut comprendre. Tu es un être humain. Hein. Tout comme Macron est un être humain. Tout comme, je ne sais pas, Trump est un être humain. La manière dont tu réfléchis, tu agis. Lorsque tu te prends en charge et tu comprends comment, ce dont tu as besoin pour exister, tu comprends qu'en réalité, ce qui peut te pousser à aller tuer l'autre, c'est l'avidité. Or, c'est contre nature en réalité. On devait comprendre que notre vocation... D'autres vous diront que ce n'est pas nature. On a fabriqué l'arme pourquoi? Oui, mais... Justement, c'est pour tuer. Or, nous, on n'a pas cette vocation. Quand je prends les théories de Machiavel, oui, mais Machiavel, les hommes ne sont pas toujours doués de bon sens. Machiavel était intelligent et réaliste. C'est l'une des erreurs que nous commettons. On dit, ah oui, il y a eu tel penseur qui a dit telle chose. Machiavel, c'est un être humain, non? Machiavel a écrit son livre en tenant compte des réalités de son moment et des contextes, du contexte. Et ça n'a pas changé. Hein. Mais ça doit pouvoir changer. Aujourd'hui, nous vivons Il n'est pas le seul d'ailleurs. Quand je prends Thomas ou quand je prends Hegel avec sa volonté de puissance. Aujourd'hui, si tu écris un livre aujourd'hui qui est suffisamment promu, tu ne deviens pas une référence pour l'histoire, pour l'humanité. Mais c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que les gens votre livre confronté à la réalité. Les gens ont trouvé des intérêts appuyés dans le livre de Machiavel, qu'ils en ont fait ce qu'ils ont fait aujourd'hui, et ils commencent à tuer les gens en désordre et à abuser de l'équilibre de la vie, etc. Alors j'attends votre publication. Je vais écrire. Pour nous exposer absolument le monde angélique. Alors, Excellence, est-ce que cette crise diplomatique peut provoquer finalement un conflit majeur qui peut aller au-delà du Sahel et de la France? Non, il n'y a pas de crise diplomatique. Il y a un chef d'État frustré qui veut se donner un peu de contenance en tapant encore sur les nègres. Parce que quiconque a des problèmes là-bas, il tape. En tentant même de taper. Pas même en tapant. Voilà, ça dit que bon, on est frustré, on n'arrive même pas à s'en sortir chez soi. Le peuple est dans la rue, il hurle, président dehors, démission, chose. Et bon, pour se donner un peu de contenance, on va taper sur un pays nègre. Et quel pays nègre est plus facilement tapable dans l'opinion là-bas que le Mali, dont le crime est de vouloir sa souveraineté? Mais aujourd'hui, le peuple français mène la même lutte que les peuples du Sahel. C'est-à-dire que la souveraineté
la gestion des biens dans l'intérêt des populations et non des oligarques, mais Sahel et peuple français sont aujourd'hui dans la même lutte. S'ils sont capables de demander la tête de leur président, Macron dehors, Macron destitution, Macron démission, mais seulement les pays du Sahel, eux, ils ne sont pas allés aussi loin pour demander qu'ils partent. Mais le peuple français dit ça suffit. Tu nous as assez ruinés, tu nous as assez affamés, tu nous as assez asservis, tu nous as assez dépouillés pour aller alimenter les rails. Tu sais ce qu'on appelle les rails? Les rails, c'est la cocaïne. Tu mets ça sur un trait comme ça, tu roules un papier, puis pour aller alimenter des rails de cocaïne à Kiev. Donc, Comment on appelle ça? En Ukraine. En Ukraine. Voilà. On pille les Français, on les affame pour ça. Donc, c'est les Français qui, aujourd'hui, le peuple, je veux dire, qui mènent le même combat que les populations du Sahel. C'est que nous, on a des communications très faibles. Sinon, on devait soutenir le peuple français et le peuple français comprendrait donc que c'est comme ça et que le prochain dirigeant français qui vient ne peut plus prendre nos peuples comme des serpillères pour se tuer les pieds avec. Il dirait que, attention, j'ai intérêt à travailler équitablement avec tout le monde pour le développement de mon pays. Regarde le Liptako Gourmand. Il y a tellement de richesses que tous ces gens-là passent leur temps à se laisser les babines. Tu connais un chien qui a mangé, tu ne lui as pas encore, il se laisse les babines. Alors, tous ils passent leur temps à se laisser les babines. Rien que pour les richesses dans le Liptako Gourmand qui se trouve entre les 3 pays du Sahel. Or, individuellement, chaque pays du Sahel a aussi des richesses illimitées. On te dit que le Liptako Gourmand est pratiquement plus riche que le Congo. Tu imagines un pays plus riche que le Congo? Je parle du Congo, RDC. de la RDC. Je parle du Zaïre. C'était même mieux avec Zaïre. Voilà. Parce que Congo. Non, oui, Congo. Attends. Le Zaïre, c'était un pays. Congo, on est retombé dans la congolisation qu'on connaissait au moment des indépendances. On a coupé en plusieurs morceaux. Donc, je préfère le Zaïre, qui fait de cet espace un pays que le Congo, avec la congolisation, qui en fait chose Kivu Nord, Sud Kivu, Ituri, Est-ce que c'est encore un pays? Non. En tout cas, ce que j'allais dire, c'est qu'il n'y a même pas lieu de craindre une escalade ou quoi que ce soit. En fait, c'est une simple distraction. C'est-à-dire que, comme on l'a dit, vous savez, lorsque vous avez des problèmes internes, vous avez des difficultés, vous n'avez plus d'issue, vous êtes étouffé, vous avez envie quand même de vous faire entendre. Donc, je pense que ce dossier malien de l'agent de la DGSE donne l'occasion au président Macron de se faire entendre et de donner encore le sentiment aux Français qu'il est dirigeant et que de toute façon, il défend l'intérêt des Français. Or, en réalité, sa voix est drastiquement affaiblie. Vous avez vu que sa cote de popularité est descendue jusqu'à 13%. Et ça, c'est une situation extrêmement difficile. Et donc, quand on voit toutes les difficultés qu'il a pour maintenir l'appareil de l'État français en état d'équilibre, on comprend évidemment qu'il puisse chercher des échappatoires consistant à distraire en fait, l'opinion française et donner le sentiment à l'opinion internationale qu'il a encore la possibilité encore de parler et de faire entendre. Malheureusement, cette forme d'intimidation ne peut aucunement marcher face à des souverainistes comme Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Tiani. Ce serait peut-être les vassaux habituels qui rampent à chaque passage d'un président français, que peut-être que cette formule passerait. Mais ici, là, franchement, il faut revenir sur terre. Attends, les vassaux habituels, même eux, ils commencent à trembler. Les vassaux, ils suivent l'actualité aussi. Oui, ils savent vers où... Parce que les pionniers ont jeté le cocotier. Ils savent vers où va leur chef. Donc, eux aussi, ils ont commencé à se poser des questions. Tout à fait. Tu sais, comme il a dit, c'est une façon de montrer qu'on existe. Parce qu'on a essayé toutes les magies en Ukraine et à chaque fois, ça plonge la France davantage. Ton armée, tu t'imagines, ton armée te dit, c'est pas faisable. Tu dis, c'est faisable. Alors, mais le temps passe, Trump est là-bas, tous les jours, Trump leur dit, bon, moi, achetez les armes, moi, je vous envoie les armes. Achetez, donnez aux Ukrainiens. Comme vous avez une telle soif de la guerre, bon, on vous donne les armes. Maintenant, tout ce qu'ils ont entrepris là-bas, ça part à volo. Les Russes font ce qu'ils veulent. Ils sont en train de conquérir des territoires supplémentaires. Et je ne sais pas comment l'Ukraine va récupérer ces territoires.
On dit arrêtez dès maintenant pour que l'Ukraine ait des territoires viables. Mais non, vous continuez. Et vous continuez pourquoi? À Londres, à Berlin, à Paris, on veut la guerre parce qu'aucun de ces chefs de guerre ne perdra ni un fils, ni un neveu, ni un cousin, ni un oncle dans cette guerre. Allez, tuez les Ukrainiens jusqu'au dernier. Un point, un tiré bas. La capitale Kiev est sous la menace et Zelensky a convoqué de nouveau à Washington au début de semaine prochaine. Pour boucler cette première partie, 1 minute chacun, Bamako et Paris, cela dit, est-ce qu'ils ont atteint un point de non-retour? Tout dépend de la volonté de chacun. Dans tous les cas, on a bien compris la position du Mali qui consiste à affirmer sa souveraineté et à faire en sorte qu'il puisse sortir des griffes de ses prédateurs d'hier. Je pense que c'est du bon droit et c'est le minimum qu'on peut attendre de la posture d'un dirigeant. Faire en sorte à épanouir son peuple. Maintenant, si les condescendants d'hier, les impérialistes qui ont toujours créé du tort au peuple d'Afrique, ne comprennent pas que les temps ont changé et qu'ils ont en face des gens qui sont prêts à jouer crânement, même leur vie, pour pouvoir sauver leur pays, ça fait leur problème. Voilà. Bamako et Paris. En fait, il n'y a aucun problème entre Bamako et Paris. C'est Bamako et l'ego surdimensionné de Macron. C'est différent. D'accord, c'est bien compris. Nous allons marquer une pause pour une édition du journal et des impératifs commerciaux. Nous nous retrouvons dans 10 minutes pour la seconde partie de New World Forum. Et à cette occasion-là, je me ferai le plaisir de relayer vos messages qui tombent par centaines. À tout de suite.